démarrer notre table ronde, je vais passer la parole à Rémi Chal, qui est donc le directeur général de Thalys, du groupe Thalys, et qui était également le représentant des acteurs de la compétence en tant que directeur de la commission innovation des acteurs de la compétence. Alors, tu es à la fois concerné en tant qu'opérateur formation par ce qui a été dit et bien entendu, tu as la vision globale du marché puisque les acteurs de la compétence, c'est la majorité des organismes de formation qui sont représentés. Quelle est ta réaction vis-à-vis de ces premiers chiffres et peut-être vis-à-vis de la maturité du marché? Alors moi, je suis un homme de lettres, donc je suis venu sans chiffres, mais les chiffres étaient là. Et alors, je suis venu sans chiffres, donc sans études scientifiques, parce que j'aime bien faire des études un peu empiriques. Alors d'abord, j'ai regardé le nombre de téléphones qui se levaient sur la première présentation. Enfin, c'était intéressant. Alors, vous avez compris, vous pouvez le télécharger en fait maintenant. Et c'est au mot intelligence artificielle qu'il y a eu le plus de téléphones qui se sont levés. C'est un sujet qui manifestement vous intéresse. Alors évidemment, sur la deuxième présentation, il y a moins de téléphones se sont levés. Voilà. Mais allez télécharger le baromètre sur le site du FOD. Et c'est aussi instructif. Parce que moi, je dirige un groupe d'enseignement et de formation et je suis président de la commission innovation des acteurs de la compétence qui regroupe historiquement des organismes de formation qui, historiquement, venaient plutôt ou sont encore des acteurs plutôt du présentiel. Et un des freins, on a parlé des freins tout à l'heure, et un des freins qui n'a peut-être pas été évoqué, mais quand on dirige une école ou un organisme de formation avec des formateurs, c'est ça ne marche pas. C'est sûr que quand il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne marche pas. C'est sûr que quand l'ordinateur ne s'allume pas, ça ne marche pas. C'est sûr que quand Excel bug, ça ne marche pas. Et c'est sûr que quand il n'y a pas de compatibilité entre le fichier et l'écran, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est un frein qu'on oublie souvent. C'est un frein, c'est tout con, c'est lié à l'outil, c'est lié à la technique. Mais tout le monde ne maîtrise pas la technique. Et pourtant, cette couche, c'est la première couche de notre pyramide de Maslow à nous. Elle est absolument indispensable. Il faut que la technique soit là pour que le reste fonctionne. Ensuite, une autre observation, c'est en arrivant à ce salon, j'ai connu la première édition de ce salon Porte de Champéret. On était beaucoup moins nombreux. Et aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. La salle est pleine, le salon est plein. Demain, ce sera pareil. Alors que on peut retrouver tout ça en ligne, en réalité. Alors que toute la journée, vous recevez des invitations à des webinaires. Voilà. Et pourtant, vous venez, il faut être vicieux, vous venez en présentiel pour parler d'enjeux qui sont souvent liés au distanciel. Parce qu'on a envie, parce qu'on a besoin, parce qu'après le Covid, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se retrouver dans les entreprises, on a besoin de se retrouver dans les salons, on a besoin de se retrouver entre amis, les apéros Covid, heureusement, c'est derrière nous. Donc ça, c'est très intéressant et ça rejoint évidemment une des observations les plus marquantes des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. C'est l'apport, c'est l'intérêt, c'est l'attachement de tous, des formateurs, des organismes de formation, des apprenants, au présentiel. Alors ça ne veut pas dire que le présentiel, ce n'est pas du digital learning, hein. Avoir un PowerPoint, c'est déjà une forme de digital learning parce que c'est déjà mettre une technologie au service d'une expérience de transmission. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin en utilisant le smartphone, en utilisant l'IA, etc. Mais ça montre bien que l'e-learning, le digital learning sont deux choses différentes et que l'e-learning n'est qu'une modalité du digital learning qui pénètre également nos salles de classe, nos salles de formation, nos salles d'apprentissage. Voilà, ça c'est un élément qui me paraît très intéressant. Ce n'est pas tellement un retour du présentiel, c'est que le présentiel a toujours été là. Pendant un moment, on était obligé de faire sans, mais on est très content de faire avec. Et on est très content de faire avec d'autres modalités, dont le distanciel, synchrone, asynchrone, etc. Je pense qu'on le dira, mais moi j'ai le sentiment que le présent et l'avenir de la formation, c'est précisément cette multimodalité, prendre le meilleur de chacun de ces dispositifs pédagogiques pour en faire le cocktail le plus efficace possible dans un sens pédagogique. Merci Rémi. Je voulais revenir peut-être sur un des chiffres, malgré tout, Mathilde, qui m'a interpellé. C'est dans le classement des facteurs de succès du déploiement du digital learning, l'implication de la hiérarchie. J'ai vu dans ton slide qu'en fait, quelque chose qui était plutôt dans le haut du classement jusqu'à aujourd'hui régressait fortement, je crois jusqu'à la 8e place. Comment on peut expliquer ça finalement? Est-ce que c'est un désintérêt de la hiérarchie? Est-ce qu'on n'en a plus besoin? Comment tu analyses ce point? Oui, effectivement. Donc, rappelez-vous, j'ai présenté les facteurs de motivation pour commencer et pour finir une formation en ligne. Et pour les facteurs qui motivent à commencer sa formation, l'implication de la hiérarchie était jusque-là, je crois que c'était en 4e position. Et là, 8e position.
moi, je pense que c'est encore un signe de maturité. Avant, on avait encore besoin du manager pour pousser, dire tu vas voir, c'est super, ok, la formation est en ligne, mais tu vas voir, c'est génial, tu vas apprendre plein de trucs, la modalité elle est super, notre équipe de concepteurs, ils ont bossé comme des fous et tout. Donc, il y avait vraiment besoin de ça, et ça rejoint l'esprit de marketing, mais de manière un peu proximité, etc. Là, aujourd'hui, ça tombe en bas du classement, et je pense que c'est parce qu'il n'y a plus besoin. Les apprenants, ils ont vécu tout ça, ils ont expérimenté, on l'a vu, le e-learning, c'est la deuxième modalité la plus appréciée des apprenants, juste derrière le présentiel. Donc, moi, j'analyse ça comme ça, Philippe, c'est que, encore une fois, c'est un signe de maturité. Les apprenants nous montrent qu'ils sont là, ils sont prêts à être formés en digital. Ça aussi, ça revient beaucoup dans les préoccupations des organismes de formation, des entreprises, des CFA qui se digitalisent. Oui, mais mes apprenants, ils n'aiment pas. Non, c'est pas ça le sujet. Il y a des manières de capter leur attention, de les motiver. Il faut appliquer ces bonnes pratiques et ça roulera. Il y aura des résistances, etc. Mais il y en a de moins en moins. Les apprenants sont prêts et ils sont même demandeurs. Donc, allez-y. Merci beaucoup, Mathilde. Peut-être un point aussi qui émerge des deux baromètres et qui concerne aussi, je pense, les réflexions qu'a l'Association des acteurs de la compétence. Ça tourne autour de la professionnalisation. On voit bien, si j'ai bien compris, Mathilde, que dans ton baromètre, un des freins majeurs était les RH, non pas parce que c'était volontaire, mais simplement qu'on manquait peut-être de compétences, de talents. Et j'ai vu également que dans celui du FFOD, c'est quelque chose qui apparaissait de façon flagrante. Alors ce point sur la professionnalisation, peut-être... Oui, sur la professionnalisation, c'est vraiment le premier frein qui est apparu dans l'ensemble des répondants, sur l'ensemble des réponses qu'on a eues au baromètre. Et en fait, cette professionnalisation, ça cristallise un petit peu aussi l'ensemble des problèmes des difficultés que peuvent rencontrer des structures de formation quand ils se lancent dans ce type de projet. Parce que, en fait, c'est bien d'être accompagné, de choisir peut-être un prestataire qui va vous accompagner dans cette digitalisation, dans cette transformation. Mais on a besoin aussi de s'appuyer sur des ressources internes. Et les ressources internes, si on n'a pas déjà en amont défini un plan de conduite du changement et dédier du temps humain pour être les interlocuteurs des prestataires de formation et pour travailler en interne justement sur cette transformation, il y a un point bloquant. Donc le temps humain, c'est souvent le temps caché. C'est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'évalue pas rarement dans les projets et qui font que malheureusement, certaines fois, c'est un facteur d'échec en fait assez important. La deuxième chose sur la professionnalisation, c'est que oui, on a besoin d'une montée en compétences sur la multimodalité pour faire des dispositifs qui soient de qualité, car aujourd'hui, on manque encore cruellement de gens formés, même si l'ISTF s'y emploie. Mais voilà, il nous manque beaucoup de personnes, ressources sur ce sujet-là. Rémi, tu veux peut-être compléter oui, sur ton vécu. Un élément qui était intéressant aussi dans le premier baromètre de l'ISTF, c'est la tendance à internaliser la production de contenu notamment. Au tout début, il fallait d'abord utiliser un outil de visioconférence. Ça a été ça le premier enjeu. Voilà, Teams, Zoom, Google Meet, celui que vous voulez. Donc on s'est d'abord formé à utiliser un outil de visioconférence. Aujourd'hui, ça en maîtrise. Il n'y a plus de sujet. Après, on a commencé à essayer de trouver des contenus pour les mettre peut-être sur un LMS ou un Moodle. Donc on est allé chercher des contenus sur étagère. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, l'enjeu, c'est de produire soi-même ces contenus. D'abord parce que les contenus qu'on achète, il y a un moment donné, ils deviennent obsolètes. Ensuite, parce que ça coûte très cher. Et puis, ils ne correspondent pas toujours à ce qu'on veut, à notre culture d'entreprise, à ce qu'on veut transmettre. Et puis accessoirement, si on achète tous les mêmes contenus, tout le monde a la même formation. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est davantage de produire. Et ça, évidemment, ça oblige à se professionnaliser, à apprendre. J'ai vu le catalogue de formation, j'étais très impressionné. Voilà. On peut à peu près apprendre à tout faire, mais ça, c'est un investissement. Et dans les freins, tout à l'heure aussi, qui étaient évoqués, je crois que le coût était peu mis en avant. Alors, je ne sais pas si c'est une espèce de fausse pudeur de dire je ne vais pas sur le digital parce que ça coûte trop cher, ou à l'inverse, de ne pas vouloir dire qu'on va sur le digital parce qu'on pense que ça va faire des économies. Mais il est certain, vous le savez sans doute, qu'il
c'est d'abord et avant tout un investissement, digitaliser des formations. Ça coûte d'abord très cher avant d'avoir un retour sur investissement qui sera évidemment pas immédiat. Donc c'est un investissement long et la professionnalisation des équipes, la montée en compétence des équipes, ça fait partie de cet investissement qui est absolument indispensable pour ne pas être dépendant de tiers. Jean-Luc. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Rémi. Si c'est OK, Philippe, le maître du temps et de la parole. Oui? Après, ça sera Jean-Luc, alors, si tu veux. D'accord. Pardon. Alors, sur la professionnalisation, déjà, et vous l'avez compris, l'ISF, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, effectivement, nous, on est convaincus de ça. Mais il faut peut-être aussi choisir. Là, on a vu que l'asynchrone était effectivement au cœur. Ça veut dire des contenus e-learning, mais ça veut dire aussi de la vidéo learning, on l'a vu, mais ça veut aussi dire des podcasts, ça veut aussi dire du micro-learning, du PowerPoint de qualité, etc. Donc, ne vous focalisez peut-être pas juste sur la modalité la plus compliquée tout de suite. Je pense à du e-learning avec du storyline, avec autres outils comme ça. Peut-être que vous pouvez y aller aussi par étapes. Ensuite, par rapport à ça, il y a aussi le présentiel et on a tendance souvent pour les formateurs à mettre ça de côté en se disant bon, le présentiel ils savent faire et puis on va plutôt les former à faire de la classe virtuelle qui soit impactante, qui soit engageante, qui soit ceci, qui soit cela, parce qu'on veut absolument que les apprenants ils allument leur caméra. Ne négligez pas le présentiel, on voit que ça gagne du terrain et que ça reste très attendu par les apprenants. Donc il faut absolument que vous les formiez aussi à ça. Nous on le voit très globalement depuis début 2023, il y a vraiment un regain des demandes des entreprises sur la formation des formateurs occasionnels sur le présentiel. Comment je rends mon présentiel impactant? Quand j'anime, juste on me donne un support, comment je le rends impactant? Parce que c'est pas moi qui l'a créé, donc il va falloir que je me l'approprie, il va falloir que je rende quand même mes apprenants engagés, acteurs dans ma formation. Donc il faut que je prépare des activités. Et là, le digital en présentiel peut être une super source d'interactivité dans la formation. Et puis, bien sûr, après, il y a l'informatique. On le disait tout à l'heure, Rémi, tu le disais. Pour le coup, c'est vrai que si vous voulez former vos formateurs à faire du digital, peut-être diagnostiquer leur niveau de maîtrise de l'outil informatique parce que ça va être leur premier blocage si c'est pas maîtrisé. Et puis après, vous pouvez y aller graduellement. Et puis pour finir, et après je te laisse la parole, c'est la partie prix. Et là, Rémi, je vais te contredire, excuse-moi. Effectivement, ça peut coûter très cher de faire du digital learning. Mais en revanche, ça peut aussi coûter pas très cher en termes d'outils. On peut faire du digital learning qui va être impactant, qui va être engageant, qui va être bien fait, avec les outils dont on dispose déjà. PowerPoint, outils de visio, des outils gratuits pour venir agrémenter, etc. Un formateur avec une boîte mail, ça suffit. Nous, avec la méthode DELT, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend aux formateurs et aux concepteurs à faire. Et je suis sûre que dans la salle, certains la connaissent, l'ont appliquée, et ça permet vraiment de faire du digital. Et voyez-le comme un escalier. Finalement, vous pouvez commencer pour pas très cher en termes d'outils. Là où tu avais raison, c'est qu'effectivement, ça n'empêche pas de devoir professionnaliser ces équipes parce qu'il y a de la méthodo, il y a de l'ingénierie pédagogique, il y a des spécificités quand on fait du blended qu'il faut connaître. Mais voilà, vous pouvez commencer par ça. Ça va mettre déjà vos investissements en petit niveau. Et puis après, une fois que ça c'est maîtrisé, vous pourrez y aller. C'est comme ça que vous allez réussir votre transformation digitale. J'ai fini, pardon. Je vais continuer sur la professionnalisation parce que au FOD en 2008, on avait fait une première enquête qui visait, on va dire, un créneau très spécifique qui était les CFA, donc une petite population des organismes de formation. Et le premier frein déjà à cette époque-là qui ressortait, c'était les compétences effectivement des formateurs pour mettre en place les dispositifs de formation multimodale donc de l'époque. Donc c'est récurrent, on a toujours un déficit, en interne. On a effectivement, quand on pose la question, quand on nous pose la question, c'est de dire mais où est-ce qu'on trouve les compétences? Dans quels établissements de formation on va les chercher? Quelles sont les formations qui permettent de monter en compétences? Et ça reste effectivement, c'est vraiment un frein essentiel. Et bien sûr, c'est indissociable de quelque chose qui est plus global, qui est l'accompagnement au changement, la formation des professionnels, la formation des acteurs et notamment des équipes pédagogiques dans les structures de formation. C'est une des briques effectivement de l'accompagnement au changement.
Il faut reconnaître l'apport indéniable qu'il y a depuis, on va dire, ces dernières années, de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment des apports financiers, d'accompagnement à la digitalisation. Alors, je pense particulièrement, Rémi, au PIA qui s'est terminé là, au 31 décembre dernier entre donc, acteurs de la compétence et Acto, qui a permis d'accompagner, je ne sais pas combien, mais plusieurs dizaines de structures de formation. Qui ne couvrait pas le champ de la formation, mais qui était vraiment sur la stratégie digitale. Et aujourd'hui, que ce soit à travers des PIA, à travers des appels à projets, à travers des appels à manifestation d'intérêt, tous ces outils-là ont vraiment été des leviers pour initier des choses. Et dans ces choses, on voit bien que dans les plans d'action, systématiquement, on va retrouver la professionnalisation effectivement des équipes en fonction effectivement de ce que l'on vise. Et je voulais rebondir sur ce que disait Mathilde à l'instant, c'est que en même temps qu'on identifie des besoins en formation et en intégration des outils numériques dans les pratiques de formation, dans les organismes de formation, on met le point, on met le doigt sur des déficits de compétences en ingénierie pédagogique simplement. Pas uniquement digital, mais en ingénierie pédagogique. Alors, sur ces appels à projets, sur tous ces dispositifs régionaux, de branches, d'OPCO qui ont été mis en place, ils ont juste un petit travers en termes d'accompagnement au changement, c'est que dans un certain nombre de cas, ils ont nécessité de passer par des appels d'offres, que les procédures d'appel d'offres font que on identifie quelquefois un opérateur sur une région ou pour un ensemble d'acteurs, et que cette forme du coup d'intervention a conduit, on le remarque dans un certain nombre d'endroits, à une sorte d'industrialisation de la prestation de conseil et à une forme d'uniformisation aussi des offres qui sont proposées. Donc il y a un petit risque, si l'organisme de formation lui-même ne prend pas du recul, de faire la même chose que celui d'à côté ou d'essayer d'appliquer la bonne recette qui serait la même pour tous. Et on sait bien qu'il n'y a pas de recette équivalente pour tous. Donc je terminerai par rapport à ce que disait Rémi tout à l'heure et Aurélia, où il faut du temps. Parce qu'effectivement, pour tout, on va dire toutes les étapes de l'accompagnement au changement, il y a vraiment un besoin d'une part d'avoir de la méthodologie. Il faut vraiment accompagner les équipes de direction et leur apporter des outils. Et c'était le sens, c'est le sens, parce que c'était le sens du travail qu'on a fait, mais qui est toujours disponible, qui a été donc réalisé par le FOD à travers le dispositif qui s'appelle Hybride Action. Je rappelle, c'est un dispositif qui avait été commandé par le Haut Commissariat aux compétences, donc le ministère du Travail, pour effectivement doter les organismes de formation d'un ensemble de méthodes et d'outils pour réaliser cette transformation digitale et notamment accompagner les équipes. Le deuxième point dans l'accompagnement du changement, c'est vraiment prendre conscience que c'est un temps long. Il ne suffit pas de former les équipes une fois et de se dire ça y est, on a accompagné, la transformation va se faire. Oui, il y a de la formation nécessaire, mais il faut prendre en compte effectivement ce temps long lié au re-engineering, lié au changement de culture, lié au changement de posture des différents acteurs que l'on va trouver, que ce soit en entreprise d'ailleurs comme dans un organisme de formation. Et puis, il faut du temps homme, c'est le dernier élément, puisque justement c'est du temps long qu'il nous faut. Même si on met les gens en formation, même si on fait venir des consultants dans l'organisme de formation, rien ne se fait sans les équipes, rien ne se fait sans l'encadrement et sans les équipes qui sont sur le terrain. Donc il faut être en capacité de leur dégager du temps pour mener cette transformation. Il faut être en capacité de financer aussi ce temps. Merci Jean-Luc. Je voudrais qu'on revienne sur un terme que tu as utilisé, Aurélia, tout à l'heure, qui est celui de l'individualisation. Parce qu'on voit, on est à peu près d'accord tous ici pour dire que le marché arrive à une certaine maturité, que les organismes de formation ont pour la plupart entamé leur transformation, même s'ils ne sont pas tous au bout, il y a encore du chemin. On voit que les organisations de formation au sein des entreprises sont peut-être un peu plus en avant, parce qu'ayant moins de contraintes opérationnelles en termes de marché, donc elles ont pu prendre le virage plus vite. Maintenant, individualisation de la formation, c'est une deuxième étape. Comment vous percevez ça au travers de votre baromètre ? C'est effectivement un des points cruciaux parce que quand on utilise des outils numériques au service de la formation, c'est bien pour faire une chose. C'est pas que pour s'adresser encore à plus de personnes, au plus grand nombre sur des territoires vastes et larges, et donc donner accès, mais c'est aussi accompagner. La première difficulté d'un parcours de formation qui est multimodal ou digital, c'est justement le risque d'abandon de la personne. Donc,
effectivement, mettre quelqu'un en situation d'auto-formation devant un ordinateur pendant des heures, ça ne fonctionnera pas forcément. Ce qu'il faut, c'est déjà accompagner avec du tutorat, mais déjà, bien en amont, définir aussi le parcours qu'on va lui proposer. Et donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent cette individualisation de la formation. Et on a vu dans le baromètre que, pour l'instant, en fait, les organismes de formation n'arrivaient pas encore vraiment à utiliser tout ce potentiel qui était largement sous-exploité des outils numériques. Et ils reconnaissaient que ce serait une priorité de pouvoir le faire, et surtout que dans le cas, effectivement, de publics qui sont peut-être les plus difficiles, les plus empêchés, en termes d'accompagnement, c'est une chose véritablement qu'ils doivent mettre en place. Donc ils sont conscients de la nécessité de le faire pour accompagner au plus près les besoins de l'apprenant par rapport à ses besoins propres et à la carte, mais on sait que c'est une véritable difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que individualiser, ça coûte, c'est de la rémunération aussi à mettre en place en face, et qu'on ne pourrait pas dire que les coûts de la formation à distance vont être moins importants qu'une formation présentielle. Les structures des postes de coûts, elles changent, mais justement, quand on essaye d'individualiser, ce sont des choses qui, effectivement, renchérissent le coût d'une formation à distance. Donc il faut être bien conscient que l'individualisation, c'est la qualité, la profondeur des dispositifs pédagogiques, et ça amène aussi de la mobilisation de temps humain. Jean-Luc, tu voulais compléter? Oui, il faut être précis quelque part quand on parle d'individualisation, et surtout ici dans ce salon Digital Learning, c'est ne pas croire, ne pas se dire l'individualisation, ça veut dire que l'individu va être seul. Et ça ne veut pas dire qu'il va être surtout seul dans un dispositif exclusivement numérique. Un parcours d'individualisation, c'est un parcours multimodal qui comporte des temps d'accompagnement, mais des temps communs. Et on entend souvent, enfin on nous oppose souvent quand on parle d'individualisation, dire oui, mais la formation c'est aussi apprendre avec les autres. C'est le collectif, c'est développer effectivement des activités qui vont nous permettre à la fois d'apprendre ensemble et de développer des compétences avec les autres individus. Et c'est pas parce qu'on parle d'individualisation qu'on exclut bien évidemment ça. Hein, on est vraiment dans une logique de parcours et de voir comment les outils numériques, que ce soit dans les étapes de positionnement, aujourd'hui il y a beaucoup de projets dans des organismes de formation, dans des branches professionnelles, dans des réseaux qui travaillent sur l'amélioration du positionnement pour justement permettre une meilleure individualisation. Et là, les outils numériques, effectivement, et notamment l'introduction de l'usage de l'intelligence artificielle pour faciliter les diagnostics sont très marquants sur ce point-là. Et je pense qu'on a de belles avancées en perspective, on a de belles découvertes en perspective là-dessus. Par contre, effectivement, ça va générer peut-être pas automatiquement, et c'est là que tous les formateurs ont encore leur place, dans l'individualisation et la personnalisation des parcours qui passent par toutes les modalités qu'on peut mobiliser. Merci. Rémi, est-ce que tu veux témoigner de cette problématique de l'individualisation que tu dois rencontrer dans ton groupe? Oui, alors sachant que moi, je dirige un groupe avec beaucoup d'apprentis, donc des jeunes qui sont en classe, à l'école, en présentiel, et puis de temps en temps en distanciel ou avec des parcours de plus en plus hybridés. Donc ma problématique, c'est la même que n'importe quel prof, n'importe quel enseignant, n'importe quel institut depuis que l'école existe. Et quand on a 20 ou 30 élèves en face, comment on fait pour que chacun ait ce dont il a besoin, pour que le plus fort ait des contenus différents du plus faible ou du moyen. Et c'est très difficile à faire. J'ai été prof pendant 10 ans. Il y a sans doute parmi vous qui ont été enseignants ou qui sont formateurs. Quand on a une classe de 30 qui n'est pas homogène, eh ben, finalement, on fait souvent cours pour celui du milieu. Voilà. Et puis on en laisse un peu sur le côté, et puis il y en a d'autres qu'on nourrit pas assez. Donc c'est ça qui est très compliqué. Et l'individualisation des parcours, la personnalisation du parcours, c'est réussir à accomplir ce rêve de tout prof, de tout formateur. Bon. Et là, effectivement, dans une salle de classe, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est là où le distanciel, et notamment asynchrone, le permet. C'est ce qu'on appelait avant les devoirs, hein, donner des devoirs différents aux élèves en fonction de leur niveau, ce qui est aussi très compliqué à faire. Là, peut-être qu'avec l'IA, peut-être qu'avec une plateforme, peut-être qu'avec des tests de positionnement ou d'évaluation en amont, c'est des choses qu'on peut arriver à faire. C'est pas simple, mais c'est sans doute des choses qu'on peut arriver à faire. Alors, je vais passer le micro à Mathilde, mais
moi, je suis dans cet univers depuis quelques années, notamment au travers d'EdTech France, et puis évidemment les acteurs de la compétence. Et en quelques années, j'ai vu passer des buzzwords. Vous savez, il y a 2 ans, ici, on ne parlait que de réalité virtuelle, que de métaverse. Bon, aujourd'hui, sur les plaquettes des startups qui sont présentes, c'est un mot qu'on voit moins. C'est bizarre. Et quand on voit le baromètre, on voit que les dispositifs dits de réalité virtuelle arrivent aujourd'hui plutôt à la fin des parcours qu'on imagine les plus performants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Hein. Ça veut dire que là, ils sont, pour une raison X ou Y, un peu passés de mode. Alors méfions-nous peut-être de cette mode de l'intelligence artificielle. On a tous utilisé ChatGPT. Il y a quelques mois, on en parle un peu moins, mais on l'a tous utilisé. On utilise tous aujourd'hui, et moi, il n'y a pas une journée où je ne m'amuse pas à créer des images avec une IA. C'est génial. Bon, est-ce que ça fera la formation de demain? Je ne suis pas complètement certain. ChatGPT, une fois qu'on a créé quelques contenus, finalement, on s'aperçoit qu'ils se ressemblent tous un peu et que nos propres contenus, ils ressemblent un peu à ceux du voisin qui les a créés avec le même outil. Donc, utilisons l'intelligence artificielle de manière intelligente pour nous aider, mais ne comptons pas, aujourd'hui en tout cas, sur l'état actuel des technologies, uniquement là-dessus pour créer nos parcours de formation. Merci. Mathilde, tu veux compléter peut-être en ouvrant sur les autres usages que tu vois se développer sur les 12 prochains mois? Alors, juste pour revenir sur l'individualisation, effectivement, tu as donné un mot-clé que j'allais employer, c'est l'adaptive learning. Et ça, on l'entend depuis un moment maintenant. Et pour vous donner peut-être un conseil, c'est l'adaptive learning, l'individualisation grâce au digital learning, ça marchera si vous avez plein de contenu. Qui dit plein de contenu dit petit contenu. Visez micro-learning parce que ça va être plus facile à produire parce que plus rapide, plus facile à mettre à jour parce que plus court. Donc forcément, plus vous allez avoir de contenu, plus vous allez granulariser vos formations, plus ça va être facile, comme tu le disais, de se servir du distanciel asynchrone pour individualiser les parcours. C'est ça l'adaptive learning. Donc il y a des outils aujourd'hui, des plateformes qui sont top, qui vous permettent de le faire et qui se servent de l'IA depuis pas mal d'années maintenant pour justement aller choisir de manière automatisée. Et pour ça, il faut avoir plein de données sur vos apprenants. Donc c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais il y a des outils qui le font déjà. Et d'aller du coup piquer dans la bibliothèque de contenu le bon contenu qui va aller à Martine, à Pierre, à Paul, à Jacques en fonction de son profil, de son métier, son âge, est-ce qu'il aime lire, est-ce qu'il aime entendre, etc., etc. Donc à moindre échelle, si vous voulez faire de l'adaptive learning, découpez vos formations, c'est ce qu'on appelle la granularisation pédagogique, faites plein de petits contenus et vos formateurs pourront du coup individualiser vos formations, voir si vous travaillez dans un organisme de formation, vos conseillers formation pourront construire des parcours individualisés sans rentrer dans une dynamique de personnalisation, de couture absolument individualisée. En tout cas, voilà, chaque personne aura sa propre formation sur mesure, mais plutôt son parcours en allant chercher dans vos bibliothèques de contenu les briques qui vont faire de son parcours un parcours individualisé. Du coup, voilà. Et du coup, pour revenir sur les usages, effectivement, on le voit, hein, c'est l'asynchrone qui va accélérer là pour le coup, et ça revient à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir accélérer sur le digital learning, il faut avoir plein de contenu et ça va vous permettre d'apporter une richesse infinie à vos formations, d'embarquer vos apprenants et de les faire monter en compétences de manière optimale. Donc, contenu asynchrone, on disait e-learning, vidéo learning, podcast, PowerPoint, petites vidéos, tutos, serious game, réalité virtuelle, pourquoi pas, etc. Effectivement, pour rebondir avec ce que tu disais, c'est en bas du classement dans les mises en œuvre, les modalités utilisées, sans doute parce que c'est très pointu, il faut des compétences bien techniques et pédagogiques, et ça peut coûter plus cher, etc. Donc forcément, c'est moins mis en place. Ça ne veut pas dire, comme tu disais, que ce n'est pas efficace. Voilà. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Il nous reste 3-4 minutes. Pas de questions dans la salle? On a été suffisamment clair, vous y voyez clair. Vous savez maintenant où télécharger les 2 baromètres qui éclairent votre stratégie 2024 à minima. De toute façon, on se retrouve l'année prochaine pour faire le point parce qu'il va falloir voir ce qui change dans tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci à nos 4 intervenants et puis donc appel aux prochains intervenants. Merci bien.